Bienvenue à tous du coup sur ce webinaire, pour, venir à la rencontre de Vivian et Julie, qui sont, récemment installés sur la ferme, du Tré, qui est une ferme qui a été financée du coup, par FEV, en partie et du coup, pour me présenter, moi je m'occupe de la communication, chez FEV. On on a pour objectif, nous, d'installer la nouvelle génération, de l'agriculture, donc des jeunes et des moins jeunes, des personnes qui ont envie de s'installer et d'acheter leur exploitation. Grâce à ça, on a 2 leviers. On a, une foncière solidaire qui permet, de financer donc l'achat du foncier avec les agriculteurs. Donc le foncier, ça va être les terres agricoles, les bâtiments agricoles et les bâtiments d'habitation. La foncière, en fait, elle va permettre aux agriculteurs, de se mettre un peu le pied à l'étrier, donc de leur permettre d'être en location et après d'avoir une option d'achat. Donc le temps d'installer leur activité, ils ont un modèle un peu hybride comme ça qui permet d'être un peu plus serein. Et ensuite, on a, un deuxième levier qui est la Grange, qui est une plateforme, digitale qui permet en fait de regrouper des guides, des contenus, des outils, pour un peu, construire et faire évoluer son projet. On a aussi un annuaire qui permet d'avoir, les structures d'accompagnement. On a, des outils pour modéliser sa ferme, et donc voilà, ça permet un peu de s'auto-former, de faire évoluer ses idées, aussi de rencontrer d'autres porteurs de projets puisqu'on a un Discord, qui permet aux gens d'échanger sur leurs projets, de poser des questions. Et donc voilà, ça c'est le but, c'est aussi de faciliter l'installation de cette nouvelle génération et concrètement de les aider à concrétiser, leurs projets. Voilà, donc ça, c'était une petite introduction sur FEV. On va laisser, du coup la parole à nos intervenants, d'aujourd'hui, Vivian et Julie qui prennent du temps, alors on a de la chance apparemment parce qu'il pleut et que comme du coup ça leur permet d'être c'est le bonjour pour eux. Mais c'est quand même, très gentil à eux de prendre du temps parce qu'ils sont en pleine installation. Donc merci à tous les 2 et donc on va commencer. Est-ce que vous pourriez chacun votre tour, vous présenter et nous parler un peu de votre parcours, d'installation? Ok, bonjour à tous. Donc moi c'est Vivian, j'ai 41 ans, marié avec 2 enfants. Euh, Mon parcours est assez simple puisqu'il est vraiment focalisé sur le monde agricole. J'ai fait des études agricoles, BEP, Bac, BTS. Et après mon BTS, donc j'ai fait une carrière professionnelle dans divers métiers agricoles. Que ce soit donc de la technique semencière, où j'ai été technicien semencier dans une coopérative agricole pendant 4 ans. J'ai été technico-commercial, où j'ai vendu du matériel agricole pendant 4 ans par la suite. Et j'ai continué ma carrière où j'ai été assureur banquier pour un organisme qui s'appelait Groupama, où je gérais un portefeuille d'agriculteurs pour des cotisations d'assurance. Voilà. Et tout ce cursus scolaire et professionnel a été effectué dans un seul et unique but, c'était de pouvoir m'installer. De pouvoir m'installer puisque la pratique agricole, c'est une chose, mais la maîtrise technique, financière et économique et comptable, c'en est une autre. Donc, j'ai voulu maîtriser tous ces leviers en parallèle. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça a été le cas et c'est ce qui me permet d'être aujourd'hui, d'être agriculteur, d'avoir le statut d'agriculteur. Voilà. OK, top. Et toi Julie, du coup? Moi, c'est Julie, j'ai 38 ans, je suis mariée. J'ai effectué mes études, pareil que bien dans le même lycée agricole que lui. Sauf que moi, je n'étais pas du tout dans la branche agricole, j'étais plutôt dans la section, tout ce qui était sanitaire. Après le bac, ben, j'ai passé un diplôme de préparateur en pharmacie, donc métier que j'ai exercé pendant 14 ou 15 ans. OK. Et voilà, avec une finalité où j'ai arrêté de travailler dans ce milieu-là parce que ça ne me convenait plus et qu'avec Vivian, on avait un projet commun et familial de pouvoir avoir notre travail à nous et notre exploitation.
Donc, du coup, voilà pourquoi moi, maintenant, je travaille aussi au sein de l'exploitation, mais Vivian fait tout ce qui est partie culturelle et moi, je m'occupe de toute la partie gestion et administration. OK, d'accord et donc oui, on voit que vous avez 2 profils un peu complémentaires aussi et que, la partie on en parlera tout à l'heure, mais la partie, justement gestion, administration, financière et cetera, c'est à ne pas négliger dans le métier d'agriculteur ou d'agricultrice, quoi. Et du coup, est-ce que Viviane, tu peux nous présenter, le trait? Comment a été la ferme et quel est votre projet? Vers quoi vous voulez l'amener, aujourd'hui? Alors, la ferme du Trait se situe dans la région des Landes, sur la commune de Parlebosc. On est vraiment frontalier avec le département du Gers, puisqu'il y a un ruisseau qui s'appelle la Gélise et qui vraiment est la frontière entre les deux départements. C'est une exploitation d'une surface de 180 hectares. Dans les 180 hectares, on y comprend, ils sont compris les bois, les jachères, les chemins, les bandes enherbées, etc. Donc, en termes de SAU, en termes de terres cultivables, on est à 150 hectares exactement. C'est une exploitation entièrement irrigable qui possède son lac privé, qui fait partie aussi, qui possède aussi un réseau UNASA pour compléter les quotas d'irrigation d'un lac collinaire qui est rempli par voie naturelle. Cette exploitation est équipée, donc tout le matériel d'irrigation d'enrouleurs, de pivots. Il y a du matériel de stockage et de séchage. Pour la simple raison, c'est que les années précédentes, ils pratiquaient la monoculture de maïs, voilà, sur les 150 hectares. Et principalement ça, il y avait rien d'autre. OK. Donc, lors de notre installation, nous avons donc acquis tout ce matériel. Et aujourd'hui, nous, notre vision pour l'avenir, c'est de partir sur une démarche de conservation des sols, c'est-à-dire de faire le moins possible en termes de mécanismes agricoles, en termes de passage, en termes de tassement, pour simplement laisser souffler les terres. On souhaiterait diversifier l'assolement, puisque aujourd'hui, avec les différents partenaires techniciens, on a prévu de mettre en place des cultures d'hiver, des cultures de printemps, où les dates de semis ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Dans un but précis et qui est simple, c'est de créer une rotation sur diverses cultures pour redonner de la valeur agronomique à ces terres et de les enrichir en termes de matière organique, de microbiennes et de revaloriser tout ça de point de vue agronomique. Voilà. OK, oui, donc c'est vrai que j'ai pas précisé dans l'assistance, on a, des porteurs de projets qui veulent s'installer et qui sont intéressés de savoir comment ça se passe chez FEV, mais on a aussi des gens, qui ont envie d'investir et qui, sont pas forcément familiers avec, l'agriculture, donc c'est très bien. Tu es très pédagogue sur le vocabulaire, et d'expliquer effectivement, en quoi de diversifier sa production, c'est important, pour plusieurs raisons. Enfin, il y a un gros impact, écologique sur la diversification. Tout à fait, oui. Donc ça c'est vraiment bien. Enfin, c'est justement ce qui nous a intéressés, nous aussi, c'est ça, c'est de transformer, cette ferme qui était, très irriguée et avec une seule production en une ferme, qui va avoir, vraiment, un gros travail, sur la protection de l'environnement, du sol, de la biodiversité et tout remettre ça. Mais je suppose que c'est un gros chantier aussi pour vous, ça va durer sur quelques années, quoi? Mais on a prévu déjà sur 2 ans donc de partir sur les démarches que je viens d'expliquer. Et au bout de 2 ans, on commencera à entreprendre des démarches, on commencera à étudier la piste de l'agriculture biologique et de voir ce qu'il est possible de faire avec les partenaires, avec l'exploitation en elle-même et d'étudier la chose. OK. Et du coup, donc là, tout à l'heure, tu l'as dit un petit peu, Julie, votre rôle, vous, à chacun sur la ferme, est-ce que vous pouvez le détailler? Ah, moi, je suis pas du tout issue du monde agricole, donc c'est vrai que
aller dans un champ, je vais l'aider parce que quand il a besoin de moi, je vais l'aider. Mais moi, ma concentration, mon travail principal, c'est dans le bureau, c'est gérer les mails, les comptes, les factures, le logiciel de comptabilité, appeler des fournisseurs quand il faut des pièces, aller en chercher quand il faut que j'aille en chercher pour pas que Vian puis y aille et qu'il puisse continuer à faire ce qu'il a à faire en attendant. Voilà. Moi, c'est un peu, on va dire, le travail de l'ombre, mais qui est quand même nécessaire et pour la bonne survie de l'exploitation, quoi. Parce que s'il fallait qu'en plus il gère toute la partie que moi je gère, c'est des journées qui n'en finissent pas, quoi. Parce que mine de rien, il y a des jours où au bureau c'est très calme, je me gère, mais Oui, il y a des jours où la journée, ben, presque elle n'est pas assez longue, quoi. oui. Bah, c'est Parce 2 que temps, enfin, c'est 2 temps plein de toute façon, on le sait et puis cette oui, partie, oui, c'est c'est de comme temps plein, mais c'est vrai que Vivien, c'est plus un temps plein parce qu'il y a toutes les cultures, le matériel à arranger, à mettre en forme pour qu'il puisse aller semer, travailler dans les champs. Mais moi, il y a des jours où ça va être plus calme et il y a des jours où ça va être beaucoup plus intensif et où je ne vois pas la journée passer. Et même à la fin de la journée, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé en fait. oui, oui, Alors que c'est sûr. j'avance, mais là, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup travaillé alors que j'y ai passé toute la journée au bureau, quoi. Mmh. Et du coup, est-ce que donc toi, tu as dit que tu étais pas issu du milieu agricole ou d'une formation agricole. Tu te formes aujourd'hui, à ces métiers-là ou, pour justement, arriver sur la partie agronomie Formée, ou pas forcément? là pour l'instant, je me forme sur le tas, hein, donc j'ai pas de formation proprement dite prévue à cet effet-là. OK. Toi, tu La seule chose où je me forme un peu, où je suis en relation avec la comptable, c'est sur le logiciel de compta. OK. Vous Ou avez quand vous voilà, elle me pilote à distance sur le logiciel pour que je puisse rentrer les factures et la TVA, puisqu'on fait la déclaration. Ouais. C'est moi qui saisis toutes les factures. Mais après, derrière, elle contrôle derrière que je ne me sois pas trompée. Voilà. Mais après, voilà, il n'y a pas de formation pour l'instant proprement dite de prévu, quoi. OK, d'accord. Donc, là, votre rôle, vous êtes à 50-50 sur la ferme, c'est ça? Parce que bon, après, vous êtes, en couple et bon, ça s'est fait comme ça naturellement, vous êtes pas posé la question de parce que des fois, on dit bon, là, vous êtes en couple, mais parfois, l'installation à plusieurs, c'est aussi, savoir, à combien on qui s'occupe de quoi, à combien on met, la part de chacun, combien investi et cetera. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être une problématique. Je sais que là, on a sorti justement hier un guide sur l'installation à plusieurs et qui donne un peu ces clés-là pour réfléchir. En couple, je suppose qu'il y a d'autres aussi problématiques, mais, est-ce que vous, ça a toujours été assez évident que vous vouliez vous installer ensemble? Oui, 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 ça a été. Après, c'est à la base, c'est le projet de Viviane, c'est pas mon projet, mais c'est vrai que j'avais fait le tour du métier que j'avais et j'étais pas fermée à l'idée de travailler avec Viviane. Donc, du coup, c'est vrai que cette option-là, c'est choisi naturellement, quoi. On n'a OK. pas, je me suis pas posé plus que ça la question de savoir si je voulais travailler ou non avec mon mari. Ça a été fluide. Et puis bon, on est quand même sur ça assez complémentaire, hein. C'est pas parce que je suis au bureau qu'il va pas venir et si j'ai besoin ou si j'ai une question où il va me répondre ou voilà, il n'est pas que focalisé que sur les cultures. Quand j'ai besoin de lui au bureau, il vient m'aider, quoi. OK, d'accord. Voilà. Et du coup, je sais que, alors vous êtes installés aujourd'hui dans les Landes, vous avez eu plusieurs tentatives d'installation avant ça. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, sur les différents échecs, on va dire, avant cette installation-là? Oui, bien sûr, hein, avec grand plaisir. Euh, Comme je le disais en amont lors de la présentation, moi j'ai toujours eu cette volonté de vouloir m'installer et reprendre une exploitation agricole. Donc j'avais entamé les démarches il y a un peu plus de 10 ans où j'avais fait une première tentative d'installation dans le Gers. Et donc bon, ça a été un premier échec. Un premier échec pour quelle raison? Parce que tout simplement, lorsqu'on entreprend des démarches de reprise d'exploitation où il y a des capitaux conséquents, un cédant pas forcément très communicant,
pas trop à l'écoute et qui est un peu, on va dire, fermé sur le dialogue, ça s'avère des transactions assez compliquées. Assez compliqué parce que les organismes en parallèle, tout ce qui est chambre d'agriculture, n'ont pas trop de levier pour entrer dans la discussion et dans la transaction. Donc ça a été un échec parce qu'il n'y a pas eu un médiateur, il n'y a pas eu de médiateur, il n'y a pas eu de médiation entre lui et moi, où ça a été vraiment de la vente directe. Et quand on porte des capitaux assez importants, malheureusement, il faut appeler un chat. Quand on est proche de ses sous, c'est très compliqué. Voilà. Oui, parce que même, alors je sais pas toi dans ton cas, mais je sais que sur les cédants, c'est quand même aussi des fois le travail de toute leur vie et ils sont pas forcément. Enfin, des fois, ça peut être dur d'estimer soi-même, même sa ferme, l'état des bâtiments, etc. D'avoir l'objectivité de le faire seul, c'est compliqué pour un cédant, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, un agriculteur, alors moi aujourd'hui, on a le statut d'agriculteur, mais les agriculteurs des générations précédentes, ils avaient un métier très compliqué. C'est-à-dire qu'ils étaient agriculteurs, ils étaient chefs d'entreprise, ils étaient comptables, ils étaient financiers, ils étaient sur toutes les casquettes. Et bon, ce qui rendait la difficulté encore plus importante, c'était que à ce moment donné, quand il y avait des évaluations de matériel agricole, des évaluations foncières, etc., ils en voulaient toujours plus, quoi. Et ça ne reflétait pas vraiment la réalité du marché. Donc, on arrivait, c'est simple, on parlait à un mur. On parlait à un mur et c'était compliqué de dialoguer et de rentrer dans une démarche d'ouverture d'esprit, quoi. Voilà. Donc, ça a été un premier échec. Du coup, avec Julie, on a décidé, après le Gers, de partir 3 ans en Aveyron. Avant de partir en Aveyron, nous avons passé quelques mois à aller en Aveyron visiter des exploitations parce qu'il y avait beaucoup d'exploitations à reprendre en termes d'élevage. Parce que là, maintenant, quand on parle de l'Aveyron, c'est vraiment spécialisé dans l'élevage, tout ce qui est brebis, ovins, caprins. Voilà. Et donc, nous sommes allés visiter des exploitations, rencontrer des gens, dialoguer, etc. Et bon, les gens au premier abord sont très intéressants, sont très accueillants, très ouverts. Et à partir du moment là où nous avons visité peut-être 7 ou 8 exploitations, on avait rencontré quelqu'un qui nous avait vraiment communiqué sa confiance, son honnêteté et sa générosité. Donc du coup, avec Julie, on s'est dit bon, mais c'est bon, je pense qu'on a trouvé l'élu et du coup, on a vendu une maison, quitté famille, déscolarisé les enfants et on est parti vivre en Aveyron. Voilà. Okay. Et le rêve s'est transformé en cauchemar. Ok. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'en Aveyron, les systèmes d'installation agricole, et j'ai rien contre les Aveyronnais, ni contre l'Aveyron en elle-même au niveau de la région, parce que c'est une très très belle région et Dieu sait qu'on repartira là-bas à passer des vacances. Leur système d'installation ne fonctionne pas, les reprises d'exploitation ne peuvent pas marcher puisque là-bas ils veulent tout garder en location. Ils vous font des baux de 9 ans renouvelés, donc ça vous fait des baux de 18 ans. Et puis à ce titre-là, si jamais au bout des 9 premières années, si jamais vous ne maîtrisez pas bien le cheptel, les clôtures, l'exploitation, enfin, si ce n'est pas à leur goût, au bout de 9 ans, ils peuvent rompre le bail et puis vous serrez la main et puis c'est terminé, quoi. Oui, donc vous construisez toute votre vie de famille et toute votre vie professionnelle là-bas, et puis au bout de 9 ans, on peut vous dire merci, au revoir, parce qu'il y a une raison ou pour une autre, quoi. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'en fait, il y a d'autres arrière-pensées, c'est que derrière eux, ce qu'ils auraient toujours souhaité, c'est qu'il y ait des repreneurs, des enfants, des cousins, des neveux, des petits-fils. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que le marché de l'installation agricole change parce que c'est plus forcément les enfants des agriculteurs ou des agricultrices, mais complètement.
D'autres complètement. personnes, ouais. Et alors, c'est bizarre parce que tous les enfants d'agriculteurs s'en vont et tous les hors cadres familiaux qui n'ont pas de parents agriculteurs, eux, veulent reprendre des exploitations. Et oui. Ça fait le chemin inverse. Et donc, au niveau de leur pratique d'installation, avec des baux de 9 ans renouvelés, on sent le piège. On sent le piège. Et moi, si mes enfants, demain, m'auraient dit, papa, on veut travailler avec toi, je n'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Donc, en fait, bon, j'ai fait 4 tentatives et les procédés sont les mêmes. C'est-à-dire que votre projet d'installation se transforme en leur projet de reprise. Vous n'existez plus, c'est leurs conditions à eux qui ne vous conviennent pas forcément. Et puis, à la fin, les deux parties se braquent, il n'y a pas de médiation et à la fin, ça devient un échec. Ça devient un échec. Et donc, ça, alors s'il y a des personnes qui veulent s'installer, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de cas? C'est vraiment se faire accompagner par les chambres, par la SAFER, comme tu dis, des médiateurs, ou comme par FEV, par exemple, mais qui peut faire ce rôle de médiation un peu? Non, il faut savoir que la Chambre d'agriculture et la SAFER vivent grâce aux agriculteurs. Donc, ce rôle de médiation, il n'est pas neutre. Il ira toujours vers l'agriculteur, puisque ce sont les agriculteurs qui font vivre ces organismes-là. Ferme en vie, c'est différent. C'est complètement différent. Là, on rentre dans une posture de neutralité. C'est une posture de transparence. Donc, il y a un rôle de médiation autant vers les cédants, mais aussi vers le porteur de projet, vers le candidat. Donc, ces trois éléments, le cédant, ferme en vie, le médiateur et le candidat, sont dans une communication la plus totale, la plus transparente. Et c'est de là aujourd'hui que ces installations réussissent. Ça peut que marcher. Ça peut que marcher. Et la preuve en est, c'est que le trait, c'est un dossier très complexe parce qu'on partait d'une indivision. Une indivision en agriculture, c'est un système ancien, très compliqué. C'est une exploitation qui appartenait à une fratrie de 7 frères et sœurs. Okay. Et il y avait des capitaux financiers très importants. Et il fallait que les 7 personnes soient d'accord. Oui. Et ils ont été d'accord grâce à cette médiation avec Ferme en vie. Okay. Oui, voilà. Déjà, en général, pour les questions d'héritage, c'est pas évident. Alors là, sur une ferme aussi grande avec autant d'enjeux, je suppose que ça devait être aussi assez compliqué. Et donc, toi, sur la ferme du Tré, c'est toi qui l'avais trouvé, cette ferme? C'est pas FEV qui te l'a proposé? Non, pas du tout. Après l'Aveyron, après ma 4e tentative, je continuais. On s'est dit avec Julie que l'Aveyron, on y laissait plus d'argent que de réaliser un projet de vie. Donc du coup, je me suis remis à chercher des exploitations sur Internet, ni plus ni moins, sur des sites comme AgriAffaires, comme Propriété Rurale. Et sur Propriété Rurale, il y avait une exploitation qui m'intéressait et qui était annoncée en 2 fois. Il y avait 2 annonces sur la même propriété, la même exploitation. Et du coup, j'ai cliqué sur... il y avait la première annonce qui était vente SAFER, vente classique, vente directe. Et la deuxième annonce, c'était une location avec une option d'achat. Et j'ai cliqué sur ce lien et ça m'a orienté directement sur Ferme en vie, que je ne connaissais pas. Oui, du coup, c'était quoi vos critères quand vous cherchiez une ferme? Vous aviez, parce que tu avais parlé tout à l'heure du fait qu'en Aveyron, il y avait de l'élevage. Là, sur celle-ci, il n'y en a pas. Est-ce que vous aviez des critères particuliers tous les deux? Absolument pas. On était soit sur de l'élevage, soit en céréales. C'est vrai que la céréale, c'était mes premiers amours, je ne vous le cache pas, puisque moi, j'ai fait tout petit mes stages en exploitation agricole dans des exploitations céréalières. Mais l'élevage était quelque chose qui était qui était chouette. Notamment le caprin, où vraiment, moi, j'avais créé des liens avec l'élevage de chèvres, donc c'est du caprin, où la chèvre, c'est un animal qui est vraiment magnifique, super intéressant. Et je savais que si jamais on avait pu aboutir à une exploitation d'élevage, je savais que Julie, via cet animal, ça se serait très bien senti avec. Ok. Oui, on a pas mal de monde qui veut s'installer en élevage caprin. Enfin, c'est quelque chose qui revient pas mal, j'ai l'impression, en tout cas dans certaines régions. Mais...
Mais il faut y aller, il faut foncer. C'est super intéressant. C'est l'animal le rend bien. La traite, c'est magnifique. Les chevreaux, enfin, si nos enfants vous en parleraient, parce qu'ils l'ont vécu, ils les ont rencontrés et ça a été magnifique. C'est marrant. Du coup, les enfants vont reprendre de l'élevage caprin après, grâce à ça. Non, non, nous, C'est encore on petit. leur impose rien. On leur impose rien, ils choisiront leur direction. Ok, oui, ils sont encore un peu jeunes encore. C'est ça. Ok, donc alors du coup, donc effectivement là tout à l'heure tu disais donc tu as été séduit un petit peu par cette proposition de location avec option d'achat. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est financé? Parce que nous on finance donc le foncier agricole, donc les terres, les bâtiments agricoles et les bâtiments d'habitation, mais on finance pas la partie exploitation. Est-ce que tu peux dire un peu comment ça s'est passé avec la banque? Il me semble que c'était le Crédit Agricole. Alors nous, c'est vrai qu'avec la banque, le Crédit Agricole, ici, là, de notre département, ils sont, ils sont très professionnels. C'est le Crédit Agricole, ils sont très professionnels, ils sont armés pour installer des futurs agriculteurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Ils ont les outils ils savent de quoi ils parlent. Et on a deux conseillers, nous, qui nous suivent, le responsable régional plus notre conseillère financière, qui maîtrisent le monde agricole. Ça, c'est Donc bien. nous, sur l'exploitation, on a été les garants de la reprise du matériel agricole, que ce soit matériel de traction, matériel de travail du sol et le matériel d'irrigation, stockage et séchage. Et donc, on a fait l'étude économique avec la Chambre d'agriculture et a apporté un prévisionnel à la banque. Et de suite, bon, on a eu les accords parce que le projet était très séduisant. Ok. Donc ça, c'est bien parce que vous avez réussi à avoir des bons interlocuteurs et des fois, c'est pas évident aussi en fonction des départements ou des Exactement. régions. Après, les Landes, on va dire une partie de la France qui permet d'être quand même assez agricole et qui, je suppose, ils ont des personnes qui ont l'habitude de traiter ce genre de dossier. Et du coup, donc là, sur la partie financière, est-ce que vous pouvez détailler enfin, je ne sais pas si vous voulez détailler le montant un petit peu de l'enveloppe parce que, vous faites partie des plus gros projets qu'on a financés, jusqu'à présent. Et nous, on a envie aussi de montrer qu'on peut financer des gros projets et de montrer, d'aller sur des grandes surfaces aussi. Est-ce que vous pouvez rentrer en détail sur cette partie-là? Oui, oui. Au niveau du foncier, au niveau des bâtiments et de la maison, il y avait une enveloppe de 1 700 000 et des poussières. Hors frais et SAFER, bien évidemment. Du coup, Fermanvie s'est positionné sur cet aspect-là. Nous, porteurs de projet, candidats, on s'est porté garant donc, de tout le matériel que j'ai évoqué précédemment, qui était d'un montant de 390 000 euros, hors taxe, bien évidemment, puisqu'il y a des montants de TVA à payer. Et on était sur une enveloppe globale de 2 100 000 euros sur la totalité de l'exploitation. Oui, donc enfin, nous, quand on dit gros projet, c'est le plus gros aujourd'hui. Et effectivement, des projets comme ça ne se finance pas seul à l'installation. Et c'est pour ça que les foncières comme Fermanvie, Terre de Liens, Éloi, etc. existent aujourd'hui. C'est aussi pour soutenir ce genre de projets qui sont assez costauds, quoi. Clairement, il faut le dire, et c'est une évidence. Passer par la voie classique, les banques n'auraient jamais suivi. Oui. Ouais. Surtout en ce moment et surtout quand on connaît enfin, les conditions, mais même depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que je pense que l'apparition des foncières vient aussi de ce besoin de financement de la part de la nouvelle génération, quoi. Et donc là, est-ce que le fait d'avoir été avec donc Fermanvie, ça a aidé un petit peu à convaincre l'aspect bancaire? Ça a été un support un petit peu pour cette partie-là? Ça a été, ça a été une évidence. Ça a été une évidence.
Vous arrivez avec un médiateur qui a une force et une volonté de vouloir installer des porteurs de projets en reprenant des exploitations agricoles. Derrière, il y a des capitaux qui sont collectés. Donc, si je puis dire, des capitaux garantis. Ça fait la force du dossier, ça fait la force du projet et c'est indéniable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque j'ai découvert Ferme à Envie, j'ai lu les entrailles du site, des conditions, j'ai tout lu et c'est un concept qui est ultra séduisant. Et merci aujourd'hui aux têtes pensantes qui ont pu créer ce concept-là parce qu'aujourd'hui, oui, l'agriculture peut reprendre un sport. Ça y est, des solutions sont trouvées pour que des jeunes, des moins jeunes puissent s'installer dans de bonnes conditions avec des risques financiers qui sont vraiment étudiés à ne pas avoir des épées de Damoclès sur la tête. C'est vraiment génial. Et du coup, il y a Eric qui se demande justement, vous, quel était votre apport personnel sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous voulez donner un ordre de grandeur ou préciser exactement, mais ça aide les porteurs de projets un peu à se dire combien moi il me faut pour une ferme. Alors, avec les conditions de Ferme à Envie, si vous voulez, c'est que lorsqu'on s'installe sur une exploitation, il y a une SCI qui est créée avec Ferme à Envie et nous-mêmes. C'est une société, donc c'est une société civile immobilière qui possède l'exploitation. Et sur cette société civile, en fait, nous, on doit apporter à la hauteur de 2,5% d'apport chacun du montant global. Mais chacun. Oui, chacun, oui, pardon. Oui, parce que vous êtes à 2. Oui. C'est par personne, c'est bien de le préciser. Et donc, du coup, nous, on a apporté donc, cet apport. On avait un apport financier personnel. On a pu faire cette transaction. Et après, au niveau apport personnel, nous, on avait décidé personnellement, au niveau de la trésorerie, d'apporter du BFR, ce qu'on appelle du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire un montant d'argent pour pouvoir commencer à travailler, pour payer des factures, des charges, etc. Ça, on l'avait, donc on a pu l'apporter personnellement et éviter de contracter un petit prêt bancaire à la banque qui aurait augmenté, on va dire, notre dette. Ok. Voilà. Ok, c'était très clair. Nous, on est très contents d'avoir pu financer votre projet. Et aujourd'hui, vous êtes installé depuis pas très longtemps. Ça fait depuis mars. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Quels sont les premiers pas quand on a justement, quand on arrive, qu'on s'installe pour chacun? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous déménagez. Et oui, c'est un déménagement classique au final. Ah Déjà. oui, c'est ça, voilà. On trouve nos marques déjà, c'est déjà beaucoup. Et encore. Ouais. On vide les cartons. Est-ce que vous avez l'aide du cédant? Je sais qu'il était là ce matin, d'après ce que tu m'as dit au téléphone tout à l'heure, mais est-ce qu'il vous aide ou pas aussi? Ils voulaient nous aider, mais nous, ils sont adorables et on n'a pas voulu abuser, quoi. Parce que il y a déjà un travail de fond à faire sur l'exploitation, c'est-à-dire qu'il va m'expliquer les installations d'irrigation, toutes les stations de pompage, les pivots, je sais à peu près comment ça fonctionne, mais je veux dire, il faut rentrer dans le fond de la machine parce qu'il y a tout le temps des petites manips, des choses, voilà, des petits réglages. Au niveau du stockage, c'est pareil, on a conservé son atelier, donc son atelier, on ne l'a pas touché. On l'a conservé parce qu'il sait exactement où sont les pièces. Le stock pièces, il sait exactement où ça se situe, donc on ne veut pas... Voilà. Et il est d'une aide très, très, très précieuse. Oui, parce que c'est important aussi. Alors, des fois, ça se passe plus ou moins bien, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi avec les cédants. Mais quand ça se passe bien et qu'on peut faire appel un petit peu à leur expérience sur la ferme, c'est toujours un petit peu plus facile, je dirais. Ah, mais complètement. Ce rôle de médiation, ça les a mis sur un fauteuil. Ils ont une confiance absolue. Aujourd'hui, ils croient au concept parce qu'ils y ont adhéré et je sais, et d'ailleurs, il nous a expliqué que par la suite, ils souhaitaient peut-être investir sur
sur des propriétés, sur des foncières et qui vont se positionner sur des propriétés. Donc, il est vraiment séduit par le concept aussi. Ah bah oui, c'est encore mieux, nous, si on continue comme ça, en plus, à trouver, il est passé de cédant à investisseur, ça Mais c'est c'est génial, vraiment ça chouette. fait, ça fait effet boule de neige, c'est génial. Oui, et puis lui, je suppose aussi que la région ou le département, il a comment ça s'appelle, des amis agriculteurs, enfin des gens qui côtoient et qui vont aussi peut-être vouloir transmettre, parce que nous, du coup, enfin ça je l'avais pas dit en introduction, mais soit en fait on visite des fermes qu'on met à disposition, enfin qui sont des fermes à pourvoir, qui correspondent à nos critères de financement, et en fait on a une sélection. Soit comme c'était le cas pour vous, vous êtes arrivé avec une ferme qui vous avait ah ben non, enfin non, justement ça faisait partie des fermes à pourvoir, mais vous l'avez trouvé sur le site de la SAFER. Soit justement, en fait, on a des porteurs de projets qui arrivent et qui disent bah, nous, on a trouvé cette ferme-là, mais on n'arrive pas à la financer parce que bah, c'est un trop gros montant pour le crédit agricole, par exemple. Et dans ces cas-là, on vient étudier le dossier et le financer. Donc, il y a un peu ces deux parties-là, c'est-à-dire je cherche une ferme ou j'ai trouvé une ferme, et dans les deux cas, il y a le financement. Et donc, pour nous, les cédants, c'est vraiment très important aussi qu'ils entendent parler de nous et qu'ils puissent se dire, ah, ben, j'ai cette solution-là qui puisse les aider, quoi. OK, et du coup, là, donc après le déménagement, qu'est-ce que ça va être vos gros chantiers? Comment vous allez, bah, là, vous répartir l'un l'autre, les tâches, qu'il y a à faire, bientôt? Est-ce que vous allez faire des semis, des choses comme ça? Eh bien, alors, les tâches qu'on a déjà commencé, donc toute la partie administrative que Julie s'occupe, parce que c'est comme elle expliquait, mais c'est un monde qu'il faut pas lésigner, hein, absolument pas. Et ça prend du temps. Ça, il faut vraiment le savoir et s'en rendre compte. Tout ce qui est chambre d'agriculture, tout ce qui est la DDTM, la MSA, la PAC. Là, on rentre dans les déclarations PAC, donc tout ce qui est partie administrative, c'est lourd, mais pour nous, c'est intéressant parce que c'est notre projet. Donc, vraiment, on s'y penche à 200%, quoi. Moi, de mon côté, je suis dans les champs où j'ai préparé toutes les terres qui sont prêtes au semis, et dès que le temps me le permet, ben, je pourrai commencer à semer. Donc, pour le moment, ben, on va dire que tout se goupille comme il faut. OK. Et du coup, justement, toi, Julie, sur la partie administrative, là, tu parlais de la MSA est-ce que tu as des dossiers d'aide que tu remplis aussi pour avoir des aides supplémentaires financières? Est-ce qu'il y a les aides de la PAC, justement? Enfin, tout à l'heure, il y avait la question d'Éric qui dit pourquoi ne pas demander la certification bio au plus vite et profiter de la réforme de la PAC qui sera normalement plus avantageuse avec ce type de culture? On n'est pas en bio pour l'instant parce que nous, la priorité, au moins les 2 premières années, c'est de rentrer de la trésor, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Il faut qu'on puisse se faire la trésorerie pour qu'on puisse affronter les années qui arrivent un peu plus sereinement. Donc voilà pourquoi le bio, on n'y est pas passé encore, hein. Voilà. Et puis bon, Ouais. quand on voit aujourd'hui la conjoncture d'une vente d'un produit en conventionnel et d'un produit en bio, on vend le bio au prix du conventionnel. Donc autant que les 2 premières années, on va rester comme était la ferme en conventionnel pour pouvoir assurer notre trésorerie, et à l'avenir, nous étudierons cette option pour convertir l'exploitation en bio. Mais Oui, de toute façon, c'est une transition. oui, et puis De toute bon, façon. là, le plus urgent, c'était de travailler les terres pour qu'on puisse semer là. On est prêt pour semer, pour qu'on puisse, voilà, tout est une question d'argent, hein, qu'on Oui. puisse s'assurer des revenus aussi, parce qu'il y a ça aussi. C'est le nerf de la guerre, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le marché du bio est très instable. Il est très instable, et nous, on le regarde de loin, on s'y intéresse, mais on le regarde de loin. Nous, ce qu'on a préféré, et comme un accord avec Ferme Vie, c'est qu'on voulait passer les 2 premières années par la voie classique, tout en optimisant l'économie, la comptabilité, c'est-à-dire de réduire les charges de carburant, d'engrais, etc. Dans un but simple, c'était les 2 premières années, on voulait sécuriser de la trésorerie. On voulait avoir de la trésorerie pour sécuriser l'outil de travail. Voilà. OK.
Et dès qu'on sécurise l'outil de travail en termes de trésor, en termes financiers, à ce moment-là, on peut se pencher sur des aspects autres, notamment le bio, qui entre guillemets, est un risque, hein. Faut pas le nier, mais qui peut bien fonctionner. Ouais. Ça peut bien fonctionner. Ouais, et Après, puis, oui, oui, pardon, vas-y. les dossiers, on parlait des dossiers à remplir, l'administratif, dans ces dossiers-là, la MSA, c'est quand même un bon pavé, Mm. parce que les dossiers d'affiliation, ça se fait pas comme ça. Le transfert des terres, les inscriptions à la DDTM, les numéros packages. La Vivian a réussi à avoir un prêt d'honneur avec la région Nouvelle-Aquitaine et Périgord, avec le réseau Initiative Périgord. C'est pareil, il est passé en commission, mais après, tout le dossier derrière, il faut le monter. Donc, Ouais. il faut que tous les organismes derrière suivent. On nous demande des papiers de la MSA, par exemple, pour ce dossier-là. Il faut savoir que c'est pas rapide, ces instances-là. Donc, il faut tout chapeauter en même temps, mais parce qu'il nous faudrait le papier pour la veille, alors qu'on ne peut pas les avoir. Donc, c'est vrai que cette partie-là, c'est pas une partie à négliger. Ça peut être aussi une partie stressante parce que nous, on voudrait avoir les choses de suite, mais c'est pas possible. C'est pas Ouais. comme ça que ça marche, en fait. Oui, c'est là qu'on se voit aussi l'avantage, entre guillemets, de s'installer en couple. C'est aussi enfin, à deux ou à plusieurs, c'est aussi de pouvoir un petit peu partager ça, parce que un agriculteur qui doit faire à la fois la partie agronomique ou l'élevage et la partie administrative, c'est vraiment assez lourd, quoi, à prendre en charge. C'est assez lourd et ne serait-ce que niveau contraintes horaires, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, Ouais, beaucoup d'organismes à 4h30, l'après-midi, ça ferme. ouais. Donc, le vendredi, à 4h, il n'y a plus personne. Je veux dire, c'est tout bête, mais quand si Vivian était dans le champ et qu'il fallait qu'il gère ça en plus, c'est pas. Du moins, ça doit être faisable parce que je présume que d'autres agriculteurs le font, hein, mais c'est une organisation tout autre. Ouais, et puis et du coup là, vous le disiez en plus tout à l'heure, il faut aussi sécuriser la partie financière. Là, vous allez faire les semis, on le sait qu'il faut attendre le bon moment. En plus, enfin là, vous parliez d'irrigation tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a les sécheresses qui est quand même un sujet assez important. Là, ce matin, je voyais des porteurs de projets qui discutent de ce projet-là, cette problématique-là sur le Discord pour savoir est-ce que vraiment je m'installe dans cette région ou est-ce que ça fait peur de se dire qu'il y a de la sécheresse? Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a inquiété un petit peu, cette adaptation qu'on doit avoir face au réchauffement climatique? Vous avez la chance d'avoir une irrigation et un lac, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça, un lac privé? Bien évidemment, naturellement, on s'est posé la question, mais parce que on a, en montant le projet, on a étudié toutes les pistes des risques, bien sûr. Mais il faut savoir que moi, depuis tout petit, en écoutant les anciens, en ayant suivi beaucoup d'exploitations agricoles et en y ayant passé beaucoup d'années, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Ouais, Voilà. Et donc, je ne dis pas que le climat, c'est certain, va devenir de plus en plus compliqué. Mais moi, globalement, je pense qu'il y a des choses à faire. L'année dernière a été une année très compliquée, mais pour tout le monde, hein, pour toute la France entière, au niveau agricole, puisque les cultures, au mois de juillet, elles étaient cramées via le soleil. mm, Et malheureusement, les agriculteurs, ils ont pris cher au niveau comptabilité. Mais voilà, après, il faut être de nature persévérant, confiant, il faut être motivé. Voilà, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Enfin, pour l'eau, moi, j'y crois. L'humain s'est toujours adapté. Donc, il faut trouver des solutions, il faut parler, communiquer, être ouvert d'esprit, aller voir. Voilà, c'est très important. Mais si le seul frein, le seul problème, c'est le climat, voilà, oui, et après, tu le disais tout à l'heure aussi, enfin, l'impact enfin, la décision de diversifier les cultures,
ça aussi, ou les ateliers, c'est aussi de limiter le risque quand il y a le risque financier notamment quand il y a une mauvaise année sur du blé ou autre, ou sur une autre récolte, quoi. Tout à fait. Mais là, nous, l'assolement qu'on a prévu pour l'année prochaine, ça va réduire l'irrigation de plus de 2 tiers, par exemple. Voilà. Donc, on ne va plus irriguer 150 hectares, mais on va en irriguer 90. Vous voyez? Donc, on a une partie qui va être non irriguée, donc l'eau va s'emporter que mieux, va être mieux valorisée, Ouais. et les quotas d'eau seront là. Oui, et puis ça, c'est des économies aussi, faites sur certains postes que vous faites et qui peuvent être dépensés ailleurs, pour, avoir Voilà. un autre enjeu, par exemple de l'agroforesterie ou d'autres, décisions, quoi. Voilà. OK. Super. Je ne sais pas si on va bientôt arriver au terme, il reste à peu près 10 minutes. S'il y en a qui ont des questions, il ne faut pas hésiter, hein, on est là pour ça, à la fois sur la partie investissement ou sur la partie, agriculture. Hem, donc là, on l'a bien compris, vous avez, ah ben voilà, il suffit que je le dise. Il y a une personne qui dit: «Dans une reprise, il y a de l'argent, mais pas que. Un repreneur prêt à transmettre à des personnes qui ne sont pas des voisins est souvent accompagnant de ces repreneurs. Attention à stigmatiser des pratiques, des attitudes. Accès au foncier est en effet un challenge. Il n'y a pas de bon plan, mais il ne faut pas hésiter à diversifier ses capacités pour trouver des relais. Toute l'installation n'oblige pas non plus l'achat». Oui, alors ça, c'est vrai que l'installation n'oblige pas à l'achat. C'est vrai qu'en général, on dit installation agricole pour les personnes qui veulent, s'installer et être, propriétaires de leur ferme. Il y a la foncière, Terre de Liens qui propose, elle, la location, comme nous, de financer la ferme, mais l'agriculteur est en location à vie. Leur objectif, c'est que la terre devienne un bien commun. Nous, on avait une autre philosophie et c'est de là qu'est née FEV, c'était de considérer que l'agriculteur va travailler justement toute sa vie, sans forcément sortir des rémunérations, trop importantes et que du coup le foncier fera partie de son patrimoine aussi à la retraite. Nous, chez nous, ça reste une option. Alors vous, je sais pas si, Vivien et Julie, vous êtes intéressés, le fait de pouvoir acheter, c'est vraiment quelque chose, tout à l'heure, vous en avez un peu parlé. Mais je sais qu'il y a des agriculteurs, ce qui leur convient bien dans ce modèle-là, c'est le fait que ce soit une option et que du coup, ils ne soient pas forcément obligés d'acheter, leur ferme aussi. Donc, voilà, il y a 2 leviers. Soit on reste locataire jusqu'à la fin, ou soit on active l'option d'achat. Nous, dans notre première idée, ça sera la 8e année d'activer l'option d'achat. Toujours pareil, si la trésorerie le permet. Oui, après effectivement, nous aussi, l'avantage du montage avec la SCI, c'est qu'on peut racheter aussi une partie, augmenter un petit peu, une partie de ces, de l'acquisition et pouvoir le racheter peut-être en plusieurs morceaux aussi, plusieurs fois. Parce Ça, que ça peut être dans le montage de reprise, comme actuellement nous sommes locataires donc, du foncier de la maison, donc on paye un loyer, un fermage à Fermandi au propriétaire, du moins à la SCI que nous avons montée. Et ensuite, durant les 7 années, nous remboursons notre matériel que nous avons acheté au cédant. Et par la suite, la 8e année, donc cette annuité matérielle plus ces montants de loyer bifurqueront sur la possibilité d'acheter le foncier. Oui. Voilà. C'est ça, nous, l'objectif, c'est ça. C'est en fait que les agriculteurs puissent financer en premier l'achat du matériel et du cheptel et et s'occuper de rembourser cette partie-là et ensuite qu'ils puissent rembourser, le foncier, dans les années, qui suivent, quoi. Heu Est-ce que du coup, vous aujourd'hui, donc là, vous avez parlé un petit peu de ce que vous alliez faire. Est-ce qu'il y a des grosses étapes, des grosses échéances que vous attendez? Est-ce que vous avez besoin d'aide de la part de la communauté, de Ferme en Ville ou d'autres choses, heu, dans les prochains mois, années? Euh, Disons que je n'ai pas besoin d'aide, non. Des idées, pourquoi pas. On est assez ouvert d'esprit, Des preneurs d'idées. on est à l'écoute.
Aujourd'hui, les grosses échéances, c'est d'arriver à semer. Et une fois que tout est semé, il va falloir tout bien amener à bien jusqu'à la fin, ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'il y aura les engrais, il y aura l'irrigation, il y aura le climat, il y aura les entretiens des cultures, les récoltes. Et tout ça fera que on le saura ou non si on a fait une belle année ou pas. C'est ce que j'allais dire. Première échéance, on va dire la première année, quoi. Voir comment se passe la première année. C'est l'exercice comptable de la première année, de voir. Il y a l'exercice comptable et il y a l'exercice travail tout court, quoi. Ouais. C'est sûr qu'on en revient au même esprit que tout à l'heure. Il n'est pas nous-mêmes. Le côté financier joue un rôle primordial, mais on veut voir aussi comment se passe cette première année. Je veux dire, c'est beaucoup d'hectares, c'est beaucoup de travail, il faut savoir, ça va nous permettre de gérer l'organisation, de savoir si ce qu'on a fait cette année c'est bien, si c'est pas bien, et bien l'année prochaine on trouvera une autre façon de travailler, de toujours se remettre en question pour toujours améliorer les performances, quoi. Mais c'est vrai que la première échéance, ça va être en fin d'année, quand on aura fait toutes les récoltes, de voir si le travail qu'on a donné, en est récompensé. Oui, comme tu dis, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect bien-être et confort de travail aussi. Vous avez des enfants, il faut pouvoir prendre peut-être des jours de congé, des vacances aussi, pour avoir du temps de famille aussi. Donc, oui, c'est voilà. important. Après, c'est vrai que le fait de travailler à tous les deux, là, les enfants ont repris l'école aujourd'hui, par exemple. Les vacances, ils les ont passées avec nous sur l'exploitation. Mais même si on travaillait, ils étaient avec nous, quoi. Je veux dire, ils n'étaient pas au centre, ils n'étaient pas chez le papier mamie. Ils ont quand même l'espace pour pouvoir être avec nous en vacances et que nous, on soit aussi présents avec eux, quoi. Même si on travaille, quoi. C'est quand même aussi... de l'espace, ils ont 180 hectares de jardin. Oui, pour eux, c'est quand même un confort. C'est aussi quand même un autre confort de vie, quoi. Voilà. Oui. Des petits tours de tracteur. Petit tour de tracteur, vélo, balade, le chien. Oui. C'est un cadre de vie, c'est un autre cadre de vie pour tout le monde, quoi. Ouais, bah oui, c'est forcément. Et du coup, alors il y a NG qui pose une question qui disait: y a-t-il de la place pour la biodiversité dans les pratiques agricoles des fermes financées par FEV et agroforesterie, humus, sol? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être que tu peux en reparler sur la ferme du Trait. Après, je parlerai de la charte. Sur la ferme du Trait, oui. À l'avenir, dès que la Trésor le permettra, on pourra éventuellement replanter des haies. Il y a des zones qui peuvent être réhabilitées avec des haies. Au niveau de l'humus, sur l'exploitation, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais bon, parce que maintenant c'est quelque chose de naturel, on va pratiquer les couverts végétaux. Ouais. Donc, on va remonter les taux d'humus de matière organique dans les sols. Ça ne va pas se faire en un an, mais il va falloir le faire. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Et si on le fait correctement, il y a des choses très, 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 très intéressantes à faire. Voilà. Donc, oui, il y a une réflexion derrière qui est prévue pour respecter au mieux l'environnement et le réhabiliter du mieux possible. Ouais, et nous, du coup, sur FEV, on a une charte agroécologique qui va du coup aller vers la certification bio, mais aussi au-delà, notamment au niveau du travail des sols et de la biodiversité. Et on a fait justement un webinaire sur l'agroforesterie le mois dernier, qui est sur la Grange, donc si vous voulez aller le regarder, et où on expliquait justement les avantages de l'agroforesterie pour les différents types de pratiques agricoles, que ce soit pour l'élevage, pour les céréales, pour le maraîchage, etc. Et nous, on a cette vocation à aller vers ces pratiques agricoles-là. La plupart des fermes qu'on a financées, si ce n'est toutes, ont des pratiques d'agroforesterie qui sont soit en cours, soit prévues. Donc vraiment, sur l'agroforesterie, nous, c'est quelque chose vers lequel on tend pas mal pour différentes raisons objectives qui sont dans ce webinaire-là. Ok, on arrive au terme, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions.
Alors, je vois que les gens, Eric notamment, qui dit merci à Vivian et Julie d'avoir répondu à mes questions et bravo d'être suffisamment déterminés pour réaliser votre rêve d'installation. Je vous dis le mot magique. Donc, bah oui, c'est sûr que c'est pas évident. On le voit avec le parcours d'installation qui peut être parfois un peu compliqué. On voit qu'il y a besoin de soutien. Donc, si dans l'assistance, il y a des personnes qui ont envie de placer leur épargne dans la foncière pour soutenir justement l'aspect financier et la création enfin, pour l'installation de la nouvelle génération, c'est à partir de 500 €. Donc, vous pouvez vous le faire directement en ligne sur la foncière. Si vous avez des questions, il y a un guide qui s'appelle Investir dans la terre agricole qui est sur notre site et il y a aussi des sessions d'information qu'on organise toutes les semaines sur la partie investisseur, mais aussi sur la partie porteur de projet. Donc là, on a fait un petit peu les deux pans en même temps. Et sur la partie porteur de projet, vous pouvez vous inscrire sur la grange, vous avez tous les contenus et vous avez aussi des sessions d'information qui sont disponibles pour échanger avec l'équipe projet, de poser vos questions. Est-ce que ça correspond à votre projet? On a en ce moment 15 fermes qui sont à pourvoir dans tout l'ouest de la France. On est plus sur l'ouest parce qu'aujourd'hui, on visite des fermes depuis Bordeaux, mais on est en train de s'étendre bien sur la Normandie et la Bretagne où il y a beaucoup de travail aussi là-haut. Et sur l'Occitanie aussi. Donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire à ces différents supports pour qu'on puisse échanger avec vous. Voilà, donc on arrive un petit peu au terme. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose, Julie et Vivian, ou dire bon appétit. Mais pour clôturer, pour finir, nous, ce que l'on va faire à l'avenir, c'est que dès que financièrement, on verra plus clair, c'est très simple, hein, c'est de nouer cette boucle. Et lorsque nous aurons de l'épargne, nous l'injecterons dans Ferme à Vie pour aider d'autres projets et des porteurs de projets, parce que nous, on nous a aidés et c'est la moindre des choses de tendre la main. Eh ben, ça, c'est super. Merci. Merci pour ça. Non, Non, merci pour ça. Puis il faut que les gens ils pensent, qu'ils croient en leurs rêves, en fait. Que Oui. ça peut aboutir. Même s'il y a il peut y avoir des embûches, ça peut prendre du temps. Nous, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Faut pas croire, hein, on a eu des échecs, on s'en est relevé, hein. Mais il faut continuer à y croire pour qu'à la fin, on puisse avoir ce qu'on veut, quoi. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose qui puisse arriver, quoi. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Faut pas lâcher ses rêves, en fait. Si une personne, elle veut le faire, il faut qu'elle le fasse. Voilà. Et il faut se dire que c'est réalisable. Ah oui, hein. C'est réalisable, c'est faisable. Et grâce à Ferme en Vie, ça le devient encore plus, quoi. Voilà. C'est pour ça. Ça fait plaisir à entendre. C'est la vérité, hein. Mais c'est vrai, et du coup, il faut effectivement persévérer. Et si on est dans un échec, il ne faut pas hésiter aussi à multiplier les interlocuteurs parce qu'on le disait tout à l'heure, des fois, on peut tomber sur un mauvais interlocuteur qui ne comprend pas bien notre projet, qui n'est pas d'accord avec notre vision ou qui n'a pas tous les tenants et aboutissants, etc. Et donc, de s'adresser à plusieurs instances d'accompagnement, de plusieurs foncières, plusieurs banques, etc. C'est hyper important parce que aussi, c'est en fonction des personnes qu'on rencontre. Tout à l'heure, tu disais la partie humaine sur l'aspect bancaire et c'est très important aussi, quoi. Bon, très bien. Je vous souhaite bon appétit et merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Allez, Merci. au revoir. Bon appétit à tout le monde. Au revoir. Merci.